Il y avait dans un village de la Manche un gentilhomme qui menait une vie des plus chiches. Il ne possédait que quelques arpents de terre, un cheval maigre à faire peur, et vivait en compagnie d'une gouvernante qui avait passé la quarantaine et d'une nièce qui n'avait pas 20 ans. Le gentilhomme, lui, frisait la cinquantaine. Il était grand, avec un corps maigre, le visage ingrat, et il s'appelait Quixada. Le temps qu'il ne passait pas à la chasse, il le passait dans sa bibliothèque, la plus belle de la région. Mais une bibliothèque qui ne comportait que des livres de chevalerie. C'étaient les aventures des chevaliers errants qui l'intéressaient particulièrement. Il connaissait chaque détail de la vie imaginaire de chacun d'entre eux. Et ses lectures avaient fini par lui brouiller la cervelle, au point qu'il arrivait à prendre pour véritables ces aventures, et qu'il ne savait plus très bien démêler le vrai de l'imaginaire. Ah, comme notre époque aurait besoin de ces chevaliers, redresseurs de tort, défenseurs des opprimés et de la justice. Et un beau jour, puisqu'il n'y avait plus de défenseurs de cette espèce, il décida de devenir chevalier errant. Son premier soin fut de nettoyer les armes de ses ancêtres qui rouillaient dans un grenier. Le aume manquait, mais comme il était ingénieux, il s'en fabriqua un avec un bassin de barbier. Après quoi, il s'occupa de son cheval. Dans leurs histoires, les chevaliers errants ont toujours eu des chevaux superbes, avec des noms claquants comme un appel de trompette. Même pour une cervelle un peu fêlée, le canasson du gentilhomme était loin de faire l'affaire. Il y suppléa en le baptisant Rocinante, un nom qui claquait comme un cri de victoire. Pour lui-même, il mit 5 jours à trouver son nom de guerre, et finalement, il opta pour Don Quichotte de la Manche, afin qu'un peu de sa gloire future retombe sur sa province. Il ne lui restait plus qu'à trouver une dame, car les chevaliers errants ont toujours eu une dame. Une dame pour l'amour de laquelle ils agissaient et à laquelle ils dédiaient leur victoire. Il y avait dans un pays proche de son village la fille d'un laboureur dont, autrefois, il avait été vaguement amoureux, mais qu'il lui aurait été impossible de reconnaître. Elle s'appelait Aldonza Lorenzo. Ce serait elle, sa dame. Mais, comme Aldonza Lorenzo ne faisait pas assez grande dame, il décida de l'appeler Dulcinée du Toboso, puisque Toboso, un nom d'après lui musical et rare, était le nom de son village. Ses préparatifs achevés, il ne voulut pas faire attendre plus longtemps ceux qui avaient besoin de son bras pour les défendre, et la lance à la main, l'écu au bras, le bassin de barbier sur la tête, il se mit en route au pas traînant de Rocinante. Pour éviter que sa gouvernante ou sa nièce ne fassent échec à son aventure, il avait quitté la demeure au petit matin avant qu'elle ne s'éveille, mais à peine fut-il dans les champs, un doute l'assaillit. Je ne suis pas armé chevalier. Et, suivant les règles de la chevalerie, cela lui interdisait d'affronter un autre chevalier. Il fallait, pour continuer sa route et poursuivre son destin, qu'avant la fin du jour, il trouve un château dont le seigneur accepterait de le faire chevalier. En fait de château, ce ne fut qu'une auberge que Don Quichotte rencontra. Mais la cervelle du brave homme était assez tournée pour qu'il ne pût faire la différence, et l'auberge lui parut le plus beau des châteaux. Il faut maintenant que j'attende que les trompettes sonnent pour annoncer mon arrivée. C'étaient les traditions de la chevalerie, mais il aurait pu attendre longtemps si un porcher qui se trouvait à proximité n'avait sonné du cornet pour rassembler son troupeau. Allons-y. Et Rocinante, qui sentait la proximité de l'écurie, prit un trot plus décidé. Apercevant l'épouvantail qui se dirigeait vers lui, l'aubergiste comprit tout de suite que le ciel lui envoyait un client dont la tête était un peu fêlée et qu'il valait mieux ne pas le contrarier. Seigneur chevalier, si votre grâce cherche logis, elle trouvera ici tout ce qui lui conviendra, hormis le lit, car nous n'en avons pas. Pour moi, seigneur châtelain, quoi que ce soit me suffit. En s'entendant appeler châtelain, le tavernier eut bien envie de rire, mais il se contint et s'avança pour tenir l'étrier de Don Quichotte, qui descendit avec un peu de peine,
tant la journée en selle l'avait courbattu. On dressa à son intention une table devant la porte pour qu'il puisse profiter de la fraîcheur de la soirée, et on lui servit de la morue, mal dessalée et encore plus mal cuite. Ayant achevé son maigre repas, Don Quichotte fit appeler le tavernier, et incontinent, se mit à genoux devant lui. « Je ne me lèverai pas, valeureux seigneur, tant que vous ne m'aurez pas octroyé le don que je demande de vous. » Il ne s'agissait rien de moins que de l'armée chevalier. Le tavernier, qui avait eu largement le temps de juger de l'équilibre mental de son hôte, se préoccupa d'abord de savoir s'il récupérerait les frais de son repas. « Il n'est pas de tradition, seigneur, que l'on réclame quoi que ce soit à la chevalerie errante. » Mais vous avez bien dans votre bourse quelque écu sonnant et trébuchant. Je n'ai jamais ouï dire, seigneur, que les chevaliers errants se soient encombrés de tels bagages. Ah, c'est une erreur, seigneur. Ce que j'ai vu passer était pourvu d'or, de vivres, et la plupart du temps d'un écuyer transportant le tout. Cela ne manqua pas d'inquiéter Don Quichotte. C'était peut-être que les auteurs des livres qu'il avait lus avaient jugé inutile de s'encombrer de ces détails. Il n'en restait pas moins qu'il lui faudrait remédier à cela. Mais pour la chevalerie... L'hôte, qui, faute de pouvoir récupérer son argent, entrevoyait une soirée qui pouvait être plaisante, donna son accord pour l'adoubement. « Fort bien. Il vous suffira de me conduire à la chapelle du château pour que j'y passe une soirée de prière. » C'est que, seigneur, la chapelle a été détruite pour que nous en construisions une autre. Mais la cour de l'auberge fera aussi bien l'affaire. Don Quichotte n'y vit pas d'objection. Et, très cérémonieusement, il alla déposer ses armes sur l'auge qui, au milieu de la cour, servait à abreuver les bêtes, avant de se planter devant, immobile, la lance à la main. Tout se serait bien passé jusqu'au matin, si un des muletiers de passage à l'auberge n'avait éprouvé le besoin de faire boire ses mules. Il s'approcha de l'auge et tendit la main pour enlever les armes. « Arrête-toi, téméraire chevalier, de porter la main sur les armes du plus valeureux des chevaliers errants. » Le muletier n'eut cure de la menace. Alors Don Quichotte, d'un grand coup de lance, l'assomma. On enleva le malheureux, et les choses en seraient peut-être restées là si un second muletier, ignorant le sort du premier, n'eut lui aussi envie de faire boire ses bêtes. Il eut le même sort que le premier, et l'aubergiste, inquiet pour la réputation de son auberge, jugea qu'il était peut-être urgent d'abréger la cérémonie. Nous allons vous adouber tout de suite, seigneur chevalier. Je ne suis en prière que depuis 2 heures. J'en ai vu rester beaucoup moins. Et l'on fit mettre Don Quichotte à genoux au milieu de la cour, pour y recevoir sur chacune des épaules un plat du coutelas de l'aubergiste, avec en complément un coup un peu plus fort sur le bas des reins. Les propos de son hôte touchant la chevalerie errante avaient troublé Don Quichotte, et au matin quittant l'auberge, il avait décidé de reprendre le chemin de son village pour s'y pourvoir de vivres, d'argent et, si possible, se nantir d'un écuyer. Tandis qu'il cheminait, ou plus exactement que Rocinante avançait, le laissant rêvasser sur son dos à son incommensurable amour pour Dulcinée du Toboso, Don Quichotte aperçut un groupe de marchands qui venaient dans sa direction, accompagnés par leurs domestiques portant des parasols. Voilà sans doute des princes étrangers en ambassade dans notre région. Son imagination ne permettait pas à Don Quichotte de les voir autrement. Il faut pour la gloire de madame qu'il reconnaisse sa supériorité sur toutes les reines de la terre. Cela aussi était une tradition de la chevalerie errante, et Don Quichotte pressa un peu le pas de Rocinante. « Seigneur, que tout le monde s'arrête, et que tout le monde confesse qu'il n'y a pas en tout l'univers plus belle demoiselle que l'incomparable Dulcinée du Toboso. » Dès le premier coup d'œil, les marchands avaient compris à qui ils avaient affaire, et pour ne pas perdre du temps, l'un d'eux, se faisant le porte-parole de tous, affirma qu'il voulait bien reconnaître que Dulcinée du Toboso était la plus belle de toutes, même si elle était borgne d'un œil. « Misérable canaille !» Et piquant des deux, Don Quichotte courut sus, la lance en avant. Il aurait sans doute fait un massacre épouvantable de marchands et de valets si Rocinante, peu habituée à charger de la sorte, ne s'était emmêlé les pattes et étendue sur le sol. « Ne fuyez pas, misérable quoi !» Les marchands d'ailleurs ne fuyaient pas du tout, et leurs valets, tout au contraire, profitèrent de la position de Don Quichotte pour se jeter sur lui et le rouer de coups.
Moulu comme il l'était, le malheureux chevalier était dans l'impossibilité de s'extirper de dessous sa monture. Il y serait sans doute resté, si un laboureur de ses voisins n'était justement passé par là. Seigneur Quixada, C'était, on s'en souvient, son nom avant qu'il fût devenu chevalier errant. qui vous a mis dans cet état? Le brave homme le débarrassa de son plastron, de ses épaulières, s'assura qu'il n'avait pas de blessure, et l'installa non sans mal sur son âne. Ce fut dans cet équipage que le valeureux Don Quichotte de la Manche fit son entrée dans le village, au moment précis où sa gouvernante faisait visiter au barbier et au curé le cabinet où se trouvaient les livres qui, selon elle, avaient brouillé la tête de son maître. S'il les retrouve, il va repartir. Nous n'avons qu'à murer la porte et lui faire croire qu'un enchanteur a fait disparaître la pièce. Pour la circonstance, on fit appel à l'enchanteur Freston, dont il était souvent question dans les livres de chevalerie. Et lorsque 2 jours plus tard, Don Quichotte, un peu remis, constata la disparition de la pièce où se trouvaient ses livres, il n'en fut nullement surpris. Il en est souvent ainsi dans le destin des chevaliers errants. Seulement, si Freston s'est déclaré mon ennemi, je n'en ai pas fini avec les enchantements. Cela ne l'empêcha pas de préparer sa prochaine sortie. Il vendit un peu de terre pour se procurer de l'argent, et puisqu'il lui fallait un écuyer, il sollicita un brave laboureur de ses voisins, qui avait assez peu de biens et encore moins de plomb dans la cervelle, ce qui ne l'empêchait pas de ne jamais perdre tout à fait le sens des réalités. Et quels seront mes gages? Je n'ai lu nulle part que l'écuyer d'un chevalier errant ait perçu des gages. Ils reçoivent généralement en récompense de leur service le gouvernement d'une île ou d'une province. Cela n'était pas pour déplaire à Sancho Panza. C'était le nom du laboureur. Il s'accommoderait bien du gouvernement d'une province. Sa femme deviendrait comtesse. Ou même reine. Si le sort me favorisant, je pouvais te donner un royaume. Non, mon maître, je ne crois pas que mon épouse, Marie Gutiérrez, soit faite pour être reine. Un titre de comtesse lui ira beaucoup mieux. Et c'est dans cette heureuse disposition d'esprit que les 2 hommes se mirent en route, Don Quichotte monté sur Rocinante et Sancho sur son âne. Ils s'étaient engagés depuis un moment dans la plaine de Montiel, lorsqu'ils découvrirent 30 ou 40 moulins à vent. La fortune conduit nos affaires mieux que nous ne le ferions nous-mêmes, car voilà plus de 30 géants que nous allons défaire. Quel géant, mon maître? Je ne vois que des moulins à vent. Détrompe-toi, Sancho. Si tu étais aussi bien que moi informé des aventures qui surviennent aux chevaliers errants, tu saurais que ces moulins à vent sont en réalité des géants transformés par un enchantement. Et n'écoutant pas davantage son écuyer qui voulait le mettre en garde, il confia son sort à sa dame Dulcinée et lança Rocinante au galop contre le premier des moulins qui se trouvait devant lui. À moi, quoi? C'est un seul chevalier qui vous attaque. Le malheur voulut qu'à ce moment précis, un coup de vent mit les ailes du moulin en mouvement et Don Quichotte qui arrivait, frappé par l'une d'elles, se retrouva par terre à côté de Rocinante. Je vous l'avais bien dit, mon maître, que c'était des moulins à vent. Oh, dis plutôt que Freston, qui m'a déjà volé mon cabinet et mes livres, a transformé ces géants en moulins pour me frustrer de ma victoire. Sancho, même si cela lui paraissait énorme, se savait assez mal informé sur les enchanteurs et leurs enchantements pour contredire son maître. Et il l'aida à se remettre en selle pour qu'ils puissent atteindre un petit bois où ils se reposeraient et passeraient la nuit. Le lendemain, les 2 hommes avaient pris la direction de la mer, lorsqu'ils aperçurent 2 religieux montés sur des mules qui précédaient un coche accompagné de 4 ou 5 hommes à cheval. Ou je me trompe, Sancho, ou bien cette aventure doit être la plus fameuse que l'on ait jamais vue. Ces masses noires sont sans aucun doute des enchanteurs qui emmènent prisonnière une princesse qu'ils ont enlevée. Pour moi, mon maître, je ne vois que 2 religieux de Saint-Benoît et un coche de gens qui voyagent. Parce que tu te laisses tromper par les apparences, Sancho. Et sans en dire davantage, Don Quichotte poussa Rocinante pour aller se placer devant les religieux. Ça va être pire que les moulins à vent. Gens endiablés et fantastiques! Laissez là cette princesse ou apprêtez-vous à recevoir la mort.
Mais seigneur chevalier, nous ne sommes que des religieux, nous n'avons rien... Avec moi, les mensonges ne servent à rien. Je vous connais, parjure, canaille. Et sans attendre d'autres explications, Don Quichotte piqua Rocinante pour courir la lance baissée contre le premier religieux. Ce fut une superbe débandade. L'un des religieux tomba à terre, l'autre partit ventre à terre à travers la campagne, et Don Quichotte, convaincu d'avoir emporté une grande victoire sur les enchanteurs, s'approcha du coche où se trouvait la dame. Vous êtes libre, madame, et afin que vous n'ayez point à vous inquiéter du nom de votre libérateur, sachez que je suis Don Quichotte de la Manche, chevalier errant et captif de la sans-pareille Dulcinée du Toboso. L'intervention de ce chevalier errant, si elle étonnait la dame, mécontentait fort son écuyer qui les voyait prendre du retard. Voulant dégager la route, il saisit à deux mains la lance de Don Quichotte et faillit le jeter par terre. Si tu étais chevalier, je t'aurais châtié de ta témérité. Moi? Pas chevalier? L'écuyer parlait l'espagnol avec l'accent de Bilbao. Arrachant la lance des mains de Don Quichotte, il tira son épée. Tire l'épée, et tu verras comme on noie l'eau dans le chat. Don Quichotte n'avait pas le choix. Il mit pied à terre, tira son épée, baisa son écu comme il avait appris à le faire dans les livres, et se retrouva par terre, une oreille à demi coupée. Alors que les serviteurs des religieux et de la dame se ruaient sur lui et sur son chopanza. Ce n'est qu'avec la fraîcheur du soir que le maître et l'écuyer reprirent un peu conscience et purent se traîner jusqu'à l'abri d'un bois. L'un pansait les blessures de l'autre et l'autre essayait d'arrêter le sang qui coulait de l'oreille coupée. Nous aurions pu nous passer de tous ces soins si j'avais songé à me munir d'une fiole de baume de fier à bras. Qu'est-ce que c'est que cela, mon maître? Un baume merveilleux dont je connais la recette par cœur, car il a sauvé bien des chevaliers de la mort. Lorsque nous l'aurons, Sancho, si dans une bataille tu me vois coupé en deux par la moitié du corps, tu n'auras qu'à ramasser la moitié qui restera par terre, l'ajuster sur la première et me faire boire une ou deux gorgées de cet élixir incomparable. Tu me verras aussitôt aussi sain qu'auparavant. Seulement, pour le moment, il ne l'avait pas, ce fameux élixir. Et la nuit se passa en gênements de toutes sortes et en invocation au doux nom de Dulcinée. Au matin, les malheurs vinrent de Rocinante. Dans l'état de faiblesse où ils étaient, ils n'avaient pas songé à l'attacher. Et apercevant des cavales qui paissaient dans un pré voisin, le brave cheval, malgré son âge et sa sagesse habituelle, était parti folâtrer au milieu d'elles. Cela n'avait pas plu à ceux qui les gardaient. Ils accoururent avec des pieux pour malmener la brave bête. Ces hommes sont des manants. C'est à toi de t'en occuper. Ils sont trop nombreux, mon maître, et nous ne sommes que deux. J'en vaux 100. Et tirant son épée, Don Quichotte s'élança, imité par Sancho qui se sentait un peu gêné de rester en arrière. Son courage ne servit à rien, pas plus d'ailleurs que celui de son maître. Furieux de se voir attaquer, ce fut vers eux que les gardiens de chevaux retournèrent leurs pieux, et le chevalier se retrouva étendu auprès de son écuyer et de son destrier qui ne valaient guère mieux. Ce fut Sancho qui reprit connaissance le premier. Seigneur Don Quichotte. Oh, Seigneur Don Quichotte. Hein? Que veux-tu, Sancho, mon frère? Je voudrais aussi, si c'était possible, que votre grâce me donne un peu de ce breuvage de fer de bras. Je n'en ai pas, hélas, par devers moi, mais je te jure que dans 2 jours, nous en serons pourvus. Et vous croyez que d'ici là, nous aurons retrouvé l'usage de nos pieds? Il nous faut, mon brave Sancho, surmonter la douleur et nous mettre en quête d'un château où l'on pourra nous accueillir. Comme Rocinante était aussi mal en point que son maître, ce fut en travers de son âne que Sancho hissa le chevalier moulu et, tant bien que mal, ils se mirent en route en quête d'un château où l'on pourrait les soigner. J'en vois un, là-bas. C'est une hostellerie, mon maître.
Un château, te dis-je. Une hostellerie. Mais non, un château. Et la discussion dura jusqu'au moment où ils arrivèrent devant la porte de l'hostellerie que Don Quichotte prenait pour un château. Voyant les arrivants aussi mal en point, l'hôtelier, qui ne disposait pas de lit, les fit installer dans l'écurie, où la maîtresse du logis, qui était d'un naturel charitable, entreprit de soigner leurs plaies. Croyez-moi, belle et haute dame, vous pouvez vous tenir pour heureuse d'héberger en votre château ma personne, dont mon écuyer vous dira qui je suis et quels sont mes mérites. Intriguée par les paroles qu'avait balbutiées l'épouvantail, la maîtresse du logis se tourna vers Sancho Panza. Mon maître est le seigneur Don Quichotte de la Manche, le meilleur et le plus vaillant des chevaliers errants. Et qu'est-ce que c'est un chevalier errant? C'est une chose qui, en 2 mots, est bastonné et empereur. Aujourd'hui, vous avez devant vous la plus misérable des créatures du monde. Demain, il aura 2 ou 3 couronnes à donner à son écuyer. Et puisque vous êtes l'écuyer de ce seigneur, comment se fait-il que vous ne soyez pas au moins comte? C'est que jusqu'à présent, nous n'avons eu droit qu'au bâton. Là-dessus, Don Quichotte demanda d'une voix mourante qu'on lui procure du romarin, de l'huile, du sel et un peu de vin. Il mélangea le tout, le fit cuire, prononça dessus une 12aine de pater, autant d'Ave Maria, et le versa dans une fiole. C'était le fameux baume de Fierabras dont il avait trouvé la formule dans ses livres de chevalerie. Il voulut l'expérimenter sur l'heure, en but un grand coup, et se mit à vomir tout ce qu'il avait sur l'estomac. Après, ce furent les sueurs, les angoisses. Mais 3 heures plus tard, se sentant un peu mieux, il se considéra comme guéri. Sancho Panza voulut reprendre à son compte l'expérience, mais lui, peut-être parce qu'il avait l'estomac plus résistant, ne vomit pas tout de suite. En revanche, il fut pris d'affreuses coliques, dont il ne se libéra que des heures plus tard, de la même façon que son maître, et qui le laissèrent rompu au point de ne pouvoir se tenir debout. Si l'effet n'est pas le même que sur moi, c'est sans doute parce que tu n'es pas chevalier. Mais il ne fallait pas faire attendre ce qui avait besoin d'être secouru, et le moment était venu de se mettre en selle. Sur le pas de la porte, l'hôtelier attendait. Seigneur châtelain, les faveurs que j'ai reçues en votre château sont très grandes, et je vous en serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Cela est bien, seigneur chevalier, mais j'aimerais que votre grâce me règle la dépense qu'elle a faite pour cette nuit dans ma taverne. Est-ce donc ici une taverne? Oui, et fort honorable, monseigneur. Vraiment, j'ai bien été abusé. Je croyais que c'était un château. Mais château ou taverne, il faudra que vous renonciez au paiement, car je ne veux pas contrevenir à la tradition des chevaliers errants, dont je n'ai lu nulle part qu'ils aient payé un logis. L'hôtelier eut beau insister, Don Quichotte mit Rocinante en marche, et le maître de maison n'eut que la ressource de se rabattre sur Sancho Panza, qui, bien entendu, lui non plus ne voulut rien payer. Quelques clients qui se trouvaient de passage à l'auberge décidèrent de le faire payer d'une autre manière, et comme c'était de Guéluron, ils s'emparèrent d'une couverture, y mirent Sancho, et du milieu de la cour dont ils avaient pris soin de verrouiller la porte, ils le projetèrent en l'air en tirant sur la couverture. En entendant les cris de son écuyer et en le voyant voltiger par-dessus la muraille, il n'y eut aucun doute pour Don Quichotte. Sancho était tombé entre les mains d'enchanteurs, et des enchanteurs contre lesquels il ne pouvait rien faire puisque la porte était fermée. La mort dans l'âme, il dut se contenter d'assister au spectacle, monté sur Rocinante qu'il avait fait avancer jusqu'au pied de la muraille. Lorsqu'ils furent fatigués de tirer sur la couverture, les tortionnaires, qui n'étaient pas de mauvais hommes, tendirent à Sancho une cruche d'eau pour qu'il se remette un peu. « Non, mon fils, ne bois pas d'eau, mon fils. J'ai ce baume que tu connais bien. » Votre grâce oublie que je ne suis pas chevalier, et je ne tiens pas à vomir toutes mes tripes. Il préféra boire l'eau et remonta sur son âne. Je finis par me demander si les aventures que nous recherchons ne vont pas nous conduire à tant de malheurs que nous ne saurons plus reconnaître lequel est notre pied droit. Ah, croyez-moi, monseigneur, nous ferions mieux d'abandonner l'errance et de retourner dans notre village. Tais-toi, Sancho, et prends patience.
tu verras un jour de tes yeux qu'il n'y a pas le plus grand plaisir au monde que de gagner une bataille et de triompher de ses ennemis. Je vois aussi que depuis que nous sommes chevaliers errants, ou que tout au moins vous l'êtes, nous n'avons reçu que des coups de bâton. Ces bourrasques qui nous arrivent sont signe que bientôt le temps deviendra serein. Et je vois d'ailleurs que nous sommes parvenus au jour de ma renommée. Regarde cette poussière qui se lève là-bas. Elle est levée par une armée de toutes les nations qui marchent droit sur nous. Dans ce cas, monseigneur, il doit y en avoir deux, car je vois se lever une poussière semblable de l'autre côté. C'est chose courante dans les livres de chevalerie. Ces deux armées vont s'affronter dans la plaine. À moins que ce ne soit que des troupeaux de brebis. Non, Sancho, voilà l'armée menée par l'empereur Ali Fanfaron, et en face, celle de son ennemi, Pentapolin, roi de Garamantes. Il me semble quant à moi que ce sont des brebis. Les enchanteurs, Sancho, les enchanteurs. Et qu'est-ce que nous ferons dans cette affaire? Nous volerons au secours de ceux qui seront en difficulté. Il me semble pourtant, Seigneur, en entendant ces cris... C'étaient des moutons, en effet, mais Don Quichotte ne voyait que par son imagination. Ce chevalier que tu vois là-bas, portant sur son écu un lion couronné, c'est l'Orcalco, seigneur du Pont d'Argent. Cet autre, c'est le redouté Micocolembo, grand-duc de Quirocia. À côté de lui, le hardi Branda Barbaran, au bras de géant. Ne craignez-vous pas, mon maître, que ce soit encore l'effet des enchantements? Comment, Sancho, tu n'entends pas le hennissement des chevaux, le son des trompettes, le bruit des tambours? Je n'entends, Seigneur, que... C'est la peur, Sancho, qui abuse tes sens. Si tu as peur, reste à l'écart, car à moi seul, je suffis à faire obtenir la victoire à la partie que je voudrais favoriser. Et Don Quichotte, éprenant Rocinante, le lança au galop. Revenez, seigneur Don Quichotte! Je jure de par Dieu que ce sont des moutons que vous attaquez! Trop tard, il décimait déjà le troupeau. Voyant ce désastre, les bergers qui conduisaient les bêtes commencèrent à lui crier de s'arrêter, de se retirer. Mais comme ils ne les écoutaient pas, ils saisirent leurs frondes et firent pleuvoir sur Don Quichotte des pierres grosses comme le poing. Une lui enfonça les côtes, et se voyant blessé, Don Quichotte saisit son baume pour en boire une gorgée. Malheureusement, tandis qu'il buvait, une autre pierre le frappa à la main, lui faisant avaler tout le contenu de la fiole et lui emportant au passage 3 ou 4 dents. Comme les pierres continuaient à pleuvoir, il finit par tomber à terre. Et croyant l'avoir tué, les bergers prirent la fuite, entraînant leur troupeau. Mon maître! Mon maître! Oh, je vous l'avais bien dit que c'était des moutons. Non, Sancho. C'était l'escadron qu'on a chanté en mousson pour me voler ma gloire. Mais approche-toi et regarde combien de dents il me manque. Sancho s'approcha au plus près pour regarder la bouche de son maître, mais à ce moment-là, le baume fit son effet et l'écuyer reçut tout en pleine figure. Oh, Sainte Marie! Oh, il est blessé à mort! Il jette du sang par la bouche! Oh, mais c'est pas du sang. C'est le baume! Il lui en prit un tel dans le cœur qu'il vomit ses tripes sur son maître. Lorsqu'ils se relevèrent, Don Quichotte se tenait la mâchoire qui lui faisait fort mal. Tu ne m'as pas dit combien de dents il me manque. Sancho se pencha un peu plus précautionneusement cette fois. Combien en aviez-vous de ce côté-là? 4 ou 5, je crois. Eh bien, en la mâchoire du haut, il vous en reste 2,5, et en celle du bas, oh, ni demi ni entière, elle est aussi rase que la paume de la main. Oh, en ma chanceux que je suis. Une bouche sans dents, c'est un moulin sans meule. Nous sommes tous, hélas, sujets à cela, nous qui faisons profession de chevalerie. N'empêche, mon maître, qu'avec vos traits marqués par la faim et l'absence de vos dents, vous faites une bien triste figure. Sancho, mon ami, c'est sous ce nom que je veux entrer dans l'histoire. Le chevalier à la triste figure. Et Don Quichotte fut si satisfait du nom que sans aucun doute il allait immortaliser, qu'il accepta d'arrêter quelques jours son errance pour prendre un peu de repos.
Il y avait quelques jours qu'ils avaient recommencé à battre la campagne, lorsque Don Quichotte et Sancho Panza virent venir vers eux une douzaine d'hommes à pied que 4 hommes à cheval conduisaient attachés à une chaîne. Voilà sans doute des forçats du roi qu'on conduit aux galères. Ce sont pour moi des gens que l'on mène contre leur gré en un endroit où ils ne veulent pas aller. Déjà, Don Quichotte avait éperonné Rocinante. Prenez garde, monsieur, que la justice du roi... Il n'eut pas le temps d'en dire davantage. Don Quichotte s'était placé devant la colonne. Arrêtez-vous, messieurs. Le ciel m'a mis au monde et m'a fait faire profession dans l'ordre de la chevalerie pour secourir les nécessiteux et ceux qui sont opprimés par les grands. Je vous demande courtoisement de libérer ces hommes. L'amusante plaisanterie. Nous devrions, pour vous faire plaisir, laisser aller les forçats du roi. Passez votre chemin, monsieur, et redressez un peu ce bassin que vous avez sur la tête. Furieux d'entendre traiter de bassin ce qu'il prenait pour un aume, Don Quichotte se précipita sur le commandant de la colonne et le jeta à terre. Une affreuse confusion s'ensuivit. Les gardes se battirent d'un côté, les forçats qui avaient trouvé l'occasion de se libérer se battirent de l'autre, et fidèle à ses principes, Don Quichotte se battit avec eux. Voilà, messieurs, vous êtes libres. Sachez que l'homme auquel vous devez la liberté Personne ne l'écoutait. Les forçats avaient autre chose à faire. Ils dépouillaient leurs gardiens. Et lorsqu'ils eurent terminé avec eux, ils poursuivirent avec leur libérateur, laissant Don Quichotte roué de coups et Sancho à demi. J'ai ouï dire, Sancho, que faire du bien à des vilains, c'est jeter de l'eau à la mer. Si je t'avais écouté, nous aurions évité ce déplaisir. Eh bien, alors écoutez-moi, mon maître. Nous allons avoir maintenant les archers du roi à nos trousses. Il vaudrait peut-être mieux que nous allions nous perdre dans la Sierra Morena. Pour une fois, Don Quichotte écouta son écuyer. Et ils s'enfoncèrent dans la Sierra Morena, où la nuit ne tarda pas à les surprendre. Le lendemain à l'aube, Don Quichotte dormait encore, lorsqu'il fut réveillé par les gémissements de Sancho. Oh, oh, fils de mes entrailles! Tandis qu'il dormait, on lui avait volé son âne. Pour mieux veiller sur lui, il avait pris l'habitude de dormir assis sur son bât. Durant la nuit, le voleur avait placé 4 pieux sous le bât pour qu'il reste suspendu et était parti avec l'âne. De la moitié de ma personne. Don Quichotte fit ce qu'il put pour consoler son écuyer, et n'y parvenant pas, il finit par lui promettre de le dédommager de sa perte en lui cédant 3 des 5 canons qu'il avait laissés en sa maison. Vous me le consignerez par écrit? Parfaitement. Et je vais aussi rédiger une lettre pour l'incomparable Dulcinée du Toboso. Tu iras la lui délivrer, montée sur Rocinante, et tu en profiteras pour remettre à ma nièce la donation que je fais en ton nom. Mais vous, mon maître? Je vais rester ici, loin de tous, et me privant de tout, pour crier de jour et de nuit le nom de ma dame, et me rendre fou d'elle. C'est par des pénitences semblables que bien des chevaliers du passé ont acquis une gloire immortelle. Sancho se dit que cette fois son maître était véritablement devenu fou, et sans avoir besoin d'accomplir sa pénitence. Mais il voyait surtout qu'il partait avec la donation des 3 ânons, et ne se fit pas prier pour enfourcher Rocinante. C'est tout juste si, avant de se mettre en route, il songea à demander comment il reconnaîtrait Dulcinée du Toboso. C'est la fille de Lorenzo Cocquelli. Oh, Aldonza Lorenzo! Oh, oh, j'ai entendu dire qu'elle est plus forte que le plus fort des garçons de son village. Ça, c'est sûr qu'avec le poil qu'on dit qu'elle a sur l'estomac, elle doit pouvoir tirer du pétrin n'importe quel chevalier errant qu'il aurait pour maîtresse. Et il se mit en route, laissant tout de même Don Quichotte un peu abasourdi par ces révélations. Lorsqu'après quelques heures de route, Sancho Panza arriva à proximité de l'auberge où on l'avait si bien fait voler à l'aide d'une couverture, 2 hommes en sortaient. Mais, dites-moi, monsieur le curé, cet homme à cheval, n'est-ce pas Sancho Panza, dont la gouvernante nous a dit qu'il était parti avec son maître pour lui servir d'écuyer? C'était le barbier et le curé du village de Don Quichotte.
Depuis la disparition du pauvre homme, il courait la campagne dans l'espoir de le retrouver. Sancho, les ayant reconnus, leur raconta leurs aventures et que son maître était resté dans la Sierra Morena pour s'y rendre fou d'amour. Je ne vois qu'une façon de le tirer de là et de l'obliger à nous suivre, lui faire croire que quelqu'un a besoin de son bras pour être rétabli dans ses droits. C'était en effet la seule façon de le ramener chez lui, et les deux hommes inventèrent une princesse qui lui demanderait de le soutenir contre un ignoble géant. La princesse, ce serait le curé vêtu en femme. Quant au barbier, nanti d'une fausse barbe, il serait son écuyer. Le hasard voulut, pour la dignité du curé et de l'Église, que le brave homme n'ait pas à jouer son rôle ridicule jusqu'au bout. S'étant engagé dans la Sierra Morena, les trois compères eurent le bonheur d'y rencontrer une riche héritière qui s'y était retirée pour s'abandonner à un chagrin d'amour. La jeune femme, mise au courant de la folie de Don Quichotte, accepta de les aider, et comme elle avait avec elle quelques beaux vêtements de cour, il lui fut plus facile qu'au brave curé de composer une princesse Micomicona, héritière du royaume de Micomicone, que le géant Pandafilando, au sombre regard, avait dépossédé. Pour éviter toute maladresse, on n'avait pas mis Sancho Panza au courant de la supercherie, et tandis qu'ils cheminaient, il se disait que leur misère touchait sans doute à leur fin, que son maître rétablirait dans ses droits la princesse, qu'il l'épouserait comme dans tous les romans de chevalerie, et que lui serait gouverneur. Il fut facile aux quatre voyageurs de retrouver la trace de Don Quichotte, tant on l'entendait hurler le nom de Dulcinée aux quatre vents de la Sierra Morena. Dès qu'ils arrivèrent en sa présence, la princesse se jeta à ses pieds. Je ne me lèverai point d'ici, ô valeureux chevalier, que vous n'ayez accepté de m'octroyer une faveur qui tournera à l'honneur et à la gloire de votre nom. Perdu dans ses rêves d'amour et de Dulcinée, Don Quichotte ne comprit pas tout de suite ce qui lui arrivait. Il ne s'agit, Seigneur, que de tuer un grand mal bâti de géants, et celle qui le demande est la princesse Micomicona, reine de Micomicone. Qu'elle soit ce qu'elle voudra, même si elle était la plus humble des servantes, je ferai ce que m'imposent les règles de ma profession. Relevez-vous, madame, je vous octroie la faveur que vous m'avez demandée. Demain, nous nous mettrons en route pour atteindre votre royaume qui doit se trouver, j'imagine, assez loin d'ici. Il fallait, d'après la princesse, environ 2 années pour y parvenir. Mais cela n'était pas pour inquiéter Don Quichotte, qui, après avoir achevé ses préparatifs, fit venir auprès de lui Sancho pour que celui-ci lui parle de Dulcinée, à laquelle il était censé avoir apporté sa lettre. Assurément, tu as trouvé cette reine de beauté en train d'enfiler des perles. Pour le brave écuyer, Dulcinée du Toboso n'était qu'Aldonza Lorenzo, donc une paysanne. Non, Seigneur, il me semble plutôt qu'elle criblait du blé. Ce sont des enchantements, Sancho. Elle ne pouvait qu'enfiler des perles. Et Sancho, qui ne tenait pas à poursuivre une conversation au cours de laquelle il lui fallait tout inventer, accepta volontiers qu'il ait été enchanté. La chance d'ailleurs semblait bien avoir tourné pour lui. Dès le lendemain, lorsqu'ils se mirent en route... Mon âne! C'était lui, en effet. Et son voleur, un des forçats qu'ils avaient libéré, le menait au bout d'une corde pour aller le vendre sur un marché. « Rends-moi mon bien misérable! Rends-moi ma vie !» Il n'eut pas besoin d'en dire davantage. Le larron prit la fuite, abandonnant le grison, que Sancho, au comble de la joie, put enlacer par le cou et couvrir de baisers en l'abreuvant de mots auxquels, bien entendu, l'âne ne répondit que dans son langage. La première étape sur la route qui menait au royaume de Micomicone se fit à l'auberge dont Sancho avait gardé un si mauvais souvenir. En voyant revenir sa grâce efflanquée, l'hôtelier fut assez méfiant, mais ayant reconnu le barbier et le curé, il accepta d'accueillir les voyageurs. Il leur fit servir un bon repas, et Don Quichotte eut même droit à une chambre, dans laquelle il ne tarda pas à se retirer. La nuit venait à peine de commencer, et les convives se trouvaient encore autour de la table, lorsqu'ils virent accourir Sancho Panza. Mon maître est plongé dans la plus sanglante des mêlées avec le géant ennemi de Madame Micomicona. Hein? Il lui a tranché la tête, rasibus, comme si c'était un navet. Mes outres! C'était en effet aux outres, entreposées à côté de son lit, que Don Quichotte s'en prenait. Et la chambre, comme le bonhomme, était arrosée de vin rouge qui lui paraissait du sang. Malheur de moi! Voici, madame, que je vous ai débarrassé du géant, votre ennemi. Il n'eut pas le temps d'en dire davantage. L'hôtelier lui sauta dessus pour le rouer de coups.
Et si le barbier et le curé ne s'étaient trouvés là pour voler au secours du redresseur de tort, il eût été aplati comme l'étaient les outres. Il fallait maintenant trouver une autre solution pour ramener Don Quichotte jusqu'à son village où l'on espérait le guérir de sa folie. Car pour lui, la princesse Micomicona était libérée de son usurpateur, et il n'avait plus aucune raison de poursuivre jusqu'au royaume de Micomicone. Ce fut le curé qui inventa un stratagème. Ils s'assurèrent les services d'un charretier, fabriquèrent une cage de bâtons entrelacés qu'ils placèrent sur la charrette, et s'étant vêtus de costumes de pénitents qui leur donnaient une apparence de fantômes, ils s'introduisirent dans la chambre de Don Quichotte. Don Quichotte, épuisé par son combat et les coups qu'il avait reçus, dormait profondément. Et ce fut de se voir ficelé par des fantômes ou des enchanteurs qui le réveilla. Chevalier à la triste figure, n'est aucun émoi de la captivité où tu es, parce qu'il convient que les choses se passent ainsi, pour mettre fin à l'aventure dans laquelle ton courage t'a engagé, et pour faire que le lion s'unisse à la blanche colombe tobosine et engendre de nombreux lionceaux. Il n'y eut plus de doute pour Don Quichotte. Les enchanteurs l'avaient enfin pris sous leur protection. Ils lui annonçaient son union avec Dulcinée du Toboso, et il se laissa enfermer dans la charrette. Ce fut ainsi véhiculé que, 6 jours plus tard, il entra dans son village au moment où sonnait la messe du dimanche. Le curé et le barbier restèrent plus d'1 mois sans visiter Don Quichotte, de peur que leur présence ne ressuscite ses rêves de chevalerie errante, mais ils se tenaient au courant de son état de santé par sa nièce et sa gouvernante. Lorsqu'ils eurent l'assurance qu'il était revenu à de plus sages raisonnements, ils lui firent visite, et purent constater par eux-mêmes que Don Quichotte paraissait avoir oublié ses folies. Il disait même des choses si sages qu'on en venait à se demander comment il avait pu durant un temps se prendre pour un chevalier errant. Il n'y en avait qu'un qui se voyait interdire la porte de Don Quichotte par sa gouvernante, c'était Sancho Panza. Ce jour-là, cependant, il vint y frapper. « Qu'avez-vous à faire, vagabond, dans cette maison? N'êtes-vous pas celui qui a débauché mon maître ?» « Moi débauché? Alors que c'est lui qui m'a tiré de ma maison en me promettant une île que j'attends encore !» La discussion fit un tel tapage qu'elle parvint aux oreilles de Don Quichotte, qui ordonna qu'on laisse entrer son écuyer. Le brave Sancho venait simplement lui annoncer que, la veille au soir, était arrivé au village le fils de Barthélemy Carrasco, Samson Carrasco, qui était bachelier à Salamanque. « Les choses qu'il dit sont extraordinaires. Il paraît qu'on a imprimé un livre qui, sous le titre de l'ingénieux chevalier Don Quichotte de la Manche, raconte votre histoire. On y a mis mon propre nom et celui de Madame Dulcinée du Toboso. C'est un nommé Cide Hammet d'Aubergine qui a écrit le livre. Un Maure sans doute, car j'ai entendu dire qu'ils aiment beaucoup les aubergines. Mais le bachelier Carrasco pourra vous en dire davantage. » Le bachelier convoqué ne put que confirmer la chose, si ce n'est que l'auteur ne s'appelait pas Cide Hammet Aubergine, comme l'avait dit Sancho, mais Cide Hammet Ben Engeli, et qu'en effet, il était mort. C'est un grand honneur pour un homme vertueux et sage de se voir mis en livre de son vivant. Mais ce Cide Hammet m'a-t-il donné mon véritable visage? Il vous a dépeint comme le plus grand et le plus courageux des chevaliers errants. Il a été tellement véridique dans son histoire que certains lui reprochent de ne pas avoir passé sous silence les bastonnades que vous avez reçues. L'histoire n'est pas un poème que l'on peut arranger, il faut y dire la vérité. Mais sait-on comment est accueilli ce livre? Les gens en sont fous, ils lui demandent tous une suite. Et qu'en dit l'auteur? Qu'il fera paraître un 2e volume s'il apprend la suite des aventures. Mais tout le monde sait que jamais les secondes parties n'ont été aussi bonnes que les premières parties. Ne croyez pas cela, monsieur le bachelier. Mon maître et moi lui mettrons sur la truelle tant d'aventures qu'il pourra composer non seulement une seconde partie, mais 100 s'il le désire. Le bonhomme croit peut-être que nous nous endormons. Mais croyez-moi, monsieur le bachelier, il ne tient qu'à mon maître que nous soyons déjà sur les routes à soulager les injures et redresser les torts. Rocinante, dans son écurie, sembla approuver la détermination de Sancho. Il avait dû entendre dire qu'on parlait de lui dans le livre, comme de l'âne de Panza, et cela devait lui donner envie d'essayer de galoper. « Sancho, mon fils, prépare nos affaires. » 3 jours plus tard, à la nuit, pour ne pas être remarqué,
Don Quichotte et Sancho Panza quittaient le village, l'un monté sur Rocinante, l'autre sur son âne. Don Quichotte avait décidé de commencer ses nouvelles aventures par une visite à l'incomparable Dulcinée du Toboso. Le problème était que ni lui ni son écuyer n'étaient capables de savoir où elle demeurait ou de la reconnaître. Tu l'as pourtant vue lorsque tu lui as remis ma lettre. Il faisait nuit, mon maître. Tu dois au moins savoir où se trouve son château. Il me semble que c'était plutôt une ferme. Non, Sancho, la nuit a dû te tromper. C'était certainement la cour de son château que tu as prise pour une cour de ferme. Il n'en restait pas moins que Sancho ne voyait pas très bien comment se tirer d'affaire, étant donné qu'il n'avait jamais remis aucune lettre, ni à Dulcinée du Toboso, ni même à Aldonza Lorenzo, et que, s'il avait entendu parler de cette dernière, il ne l'avait jamais vue. Par chance, il aperçut à ce moment-là 3 filles montées sur des ânes qui se dirigeaient vers eux. « La voilà, monseigneur !»« Je ne vois que 3 paysannes. »« Des paysannes ? Est-il possible, mon maître, que les enchanteurs vous brouillent les yeux à ce point ? Pour moi, je vois une grande dame entourée de ces 2 suivantes. » Et sans laisser à Don Quichotte le temps de lui répondre, il s'élança pour mettre un genou en terre devant la paysanne qui se tenait au milieu. « Reine, princesse et duchesse de beauté, que votre hôtesse et votre grandeur daignent recevoir l'hommage de Sancho Panza, écuyer du chevalier vagabond Don Quichotte de la Manche, autrement nommé le chevalier à la triste figure. » Don Quichotte avait eu beau se frotter les yeux, il continuait à ne voir qu'une paysanne assez laide, avec une face ronde et un nez camard. Comme il se méfiait des enchanteurs, il était tout de même venu s'agenouiller aux côtés de son écuyer. Ébahis par ce spectacle, les paysannes avaient tout juste osé demander qu'on leur laisse le passage, mais on voyait monter la colère dans les yeux de la prétendue Dulcinée. « Oh, princesse universelle, dame du Toboso, comment votre cœur ne s'amollit-il pas en voyant à vos pieds la colonne et le soutien de la chevalerie errante ?» Je vais t'étrier, ânesse de mon beau-père. Et poussant son âne, l'incomparable dame du Toboso bouscula Sancho Panza qui se retrouva par terre. Relève-toi, Sancho, mon frère, et vois à quel point les enchanteurs se sont déclarés mes ennemis. Ils ont poussé la malignité jusqu'à rendre invisible dans son état naturel la dame de mes pensées. Je suis né pour être le plus malheureux des hommes. Mais dis-moi, Sancho, puisque tu l'as vue, était-ce un âne ou une acnée qu'elle montait? C'était la plus belle des cavales, avec une couverture de sel qui vaut au moins la moitié d'un royaume. Et son odeur, l'odeur qui se dégageait d'elle? C'était celle de l'ambre et des fleurs les plus rares. Hélas, elle ne m'a jeté qu'une odeur d'ail cru qui m'a soulevé le cœur. Et dis-moi, Sancho, les poils qu'elle a sous le nez qui lui forment une moustache? Est-il possible, mon maître, que vous soyez abusé à ce point? Ce n'était qu'un grain de beauté. Et selon moi, suivant les règles de la symétrie, elle doit avoir le même sur les fesses. Qu'en-ai-je vu tout cela? Et ils se remirent en selle pour prendre la route de Saragosse. Sancho allait en se disant qu'il avait eu beaucoup de chance de se sortir aussi facilement d'une situation périlleuse. Don Quichotte, lui, allait en gémissant. Le ciel, pourtant de malheur, lui devait bien une compensation. Et il crut la voir lorsqu'après quelques heures de route, il aperçut un chariot garni de banderoles. « Regarde ce qui vient vers nous !» Sancho, qui s'était un peu attardé pour acheter des fromages blancs à des bergers et qui les avait mis dans le haume de son maître, regarda dans la direction qu'on lui indiquait. « Je ne vois qu'un chariot avec des banderoles. »« Et que transporte ce chariot ? Ce ne peut être qu'un de mes ennemis, visible ou invisible. Mais aujourd'hui, je me sens de taille à combattre le diable lui-même. Passe-moi mon casque, Sancho. » Et Sancho le lui passa, en oubliant qu'il y avait mis les fromages. Don Quichotte l'ajusta sur son crâne, et la chaleur aidant, les fromages qui étaient frais se mirent à couler. « Sancho, j'ai la cervelle qu'il faut. » L'écuyer aussitôt se souvint des fromages. « Que votre grâce goûte un peu de cette cervelle pour voir si par hasard... » Mais Sancho, c'est du fromage? Il en avait plein le visage et la barbe. « Misérable écuyer, le pire qui ait jamais servi un chevalier errant. » Et là, mon maître, vous oubliez vos enchantements.
Si ces messieurs les magiciens ont eu la bonté de transformer votre cervelle en fromage, donnez-les-moi que je les mange, car on ne fait pas tous les jours bonne chère à votre service. Don Quichotte, pour une fois, ne sut que répondre. Il nettoya son casque, sa barbe, son visage, et ils se mirent en route, tandis que Sancho mangeait les fromages. Un soir, alors que le soleil n'allait pas tarder à se coucher, ils aperçurent dans un pré plusieurs seigneurs qui chassaient aux faucons. Il y avait parmi eux une dame, qui ne pouvait être qu'une duchesse étant donné les armes qu'elle portait sur son habit. Sancho, mon fils, tu vas te rendre auprès de cette dame et lui dire que le chevalier à la triste figure souhaiterait lui présenter ses hommages. Sancho n'était pas embarrassé d'une telle ambassade. Il fit trotter son âne jusqu'à la dame et s'inclina fort courtoisement. Madame, le chevalier que vous voyez là-bas est le chevalier Don Quichotte de la Manche, autrement nommé le chevalier à la triste figure. Et je gage que vous êtes son écuyer, le fidèle Sancho Panza. Mais comment votre honneur? C'est que j'ai lu l'ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche, et je suis très heureuse d'accueillir un tel chevalier. Après tant de déboires, Sancho était tellement heureux d'apporter une bonne nouvelle qu'il faillit faire trébucher son âne tellement il le pressa. Que sa gloire soit parvenue jusque-là n'impressionna pas le moins du monde Don Quichotte. Malheureusement, un petit incident enleva à la solennité de l'instant. En se précipitant pour aller tenir l'étrier de son maître, Sancho se prit le pied dans la corde du bas de son âne et resta pendu, la bouche et l'estomac à terre. Don Quichotte, qui croyait son étrier tenu, porta tout le poids de son corps du même côté pour mettre pied à terre. Il entraîna avec lui la selle de Rocinante, qui avait été mal sanglée, et se retrouva sur le sol avec la selle. Qu'on aide monsieur le chevalier à la triste figure et son écuyer à se remettre debout. À l'ordre du duc, les chasseurs se précipitèrent, et Don Quichotte, bien qu'un peu moulu, put s'incliner devant leur grâce. Seigneur chevalier, je suis fâché de cette disgrâce, au moment où pour la première fois vous nous faites l'honneur de venir sur nos terres. La faveur que je reçois de votre grâce est si grande que je n'aurais ressenti aucun mal, quand bien même ma chute ne se serait arrêtée qu'au plus profond des abîmes. J'ose espérer, seigneur chevalier, que vous nous ferez l'honneur de vous arrêter quelques jours dans notre château, où vous serez traité de la façon avec laquelle la duchesse et moi avons l'habitude de traiter les chevaliers errants. Ce qu'il y avait d'insolite dans cette réception n'étonna pas le moins du monde le chevalier à la triste figure. Pas plus qu'il ne s'étonna des trompettes qui sonnèrent pour saluer son arrivée au château, du manteau de soie que l'on jeta sur ses épaules et des eaux de senteur qu'on déversa sur lui. C'était exactement la façon dont il avait lu que, dans les siècles passés, on accueillait les chevaliers errants, et, pour la première fois peut-être, il crut vraiment qu'il en était un. On le conduisit en cortège jusqu'à sa chambre, et lorsqu'il se fut apprêté, ce fut à lui que l'on demanda de présider le splendide repas que le duc et la duchesse avaient commandé. On parla bien entendu des chevaliers errants, de ses aventures et de l'incomparable Dulcinée. Si nous avons bien compris, selon ce qu'on raconte, vous ne l'avez jamais rencontré. Je lui ai fait ces temps derniers une visite. Oh, seigneur chevalier, il vous est donc possible de nous parler de sa beauté? Hélas, madame, l'inégalable Dulcinée du Toboso est victime d'un enchantement. Et lorsque mon écuyer la voyait en princesse, je ne la voyais, moi, que sous les traits d'une horrible fille de ferme, ayant du poil sur le nez et empestant l'ail. Ce fut pour l'assistance une abominable nouvelle. Don Quichotte raconta que Sancho lui-même avait été victime de cet enchantement, puisqu'au cours d'une précédente rencontre, il l'avait vue criblant le blé alors qu'elle enfilait des perles. Et il ne voyait nul moyen de combattre ces enchantements. Ces enchantements et tous ces enchanteurs ne m'empêcheront pas d'être un jour gouverneur de l'île que mon maître m'a promis. Vous l'avez, seigneur Sancho. Au nom du seigneur Don Quichotte, et pour lui être agréable, je vous fais dès à présent gouverneur d'une île qui m'appartient et dont le siège de gouverneur est justement vacant. Sancho s'attendait tellement à ce gouvernement qu'il ne songea même pas à s'en étonner. Et ce fut Don Quichotte qui dut lui commander de se mettre à genoux pour remercier le duc. Une chasse avait été décidée pour le lendemain. Don Quichotte, comme à son habitude, y fit preuve du plus grand courage,
et à l'approche du soir, on se réunit sous une grande tente pour un festin. Lorsque l'obscurité fut assez avancée pour favoriser les jeux auxquels entendaient se livrer le duc et la duchesse, on entendit des coups résonner aux quatre coins du bois avec un tintamarre de bruit de guerre. On vit des groupes de cavaliers passer, et puis un équipage que conduisait le diable. « Je cherche Don Quichotte de la Manche !»« Je suis là !»« Sur Dieu, je ne vous avais pas reconnu !» Sancho, malgré la terreur qui s'était emparée de lui, se dit tout de même qu'il n'était pas ordinaire qu'un diable jure par Dieu. Ces cavaliers que vous voyez passer sont des enchanteurs qui emmènent Dulcinée du Tobosos. Leur prince, l'enchanteur Merlin, sera là dans un instant pour vous dire comment la délivrer. On voyait déjà au loin arriver une charrette entourée de cavaliers portant des torches et chargée de demoiselles aux robes aériennes, au milieu desquelles se tenait l'enchanteur Merlin. Oui, je suis l'enchanteur Merlin, le prince des magiciens. Sache, ô toi, le plus glorieux de ceux qui portent l'acier, que ta bien-aimée Dulcinée ne sera désenchantée que lorsque ton écuyer Sancho se sera donné de sa propre main 3300 coups de fouet sur les fesses. Moi? Mais je n'ai que faire de la señora Dulcinée du Toboso. Jamais je ne me donnerai ces 3300 coups sur les fesses. Jamais je ne meurtrirai cette partie de moi qui me sert à m'asseoir. Si vous n'y consentez, ami Sancho, vous ne serez pas gouverneur. Il fallut bien que le malheureux Sancho accepte, et il commença le soir même, en ne se donnant cependant que 5 coups de fouet. Le lendemain, il partait prendre le gouvernement de son île, accompagné de toute une suite et du majordome du duc, qui, la barbe mise à part, ressemblait fort à l'enchanteur Merlin. L'île que devait gouverner Sancho n'était pas une île, mais un bourg de quelques 1000 habitants. On lui dit qu'elle s'appelait l'île Barataria, sans lui expliquer pour autant pourquoi, pour atteindre cette île, il n'était pas besoin de traverser le moindre ruisseau. C'est au son des cloches qu'il fut conduit jusqu'à son palais. La tradition veut, monsieur le gouverneur, que le nouveau gouverneur inaugure ses fonctions en dénouant quelques cas de justice. Pour l'embarrasser, on lui soumit des cas presque insolubles, mais le brave écuyer, avec sa sagesse paysanne, s'en tira tout à son honneur. Ce fut le soir, à l'heure du repas, que les choses se gâtèrent. On installa Sancho dans une salle somptueuse, devant une table chargée des mets les plus délicats, mais chaque fois qu'il avançait la main vers l'un des plats pour se servir, un grand homme maigre, armé d'une baguette, qui se tenait à ses côtés, touchait le plat de cette baguette et le faisait enlever. « Que signifie cela, monsieur ?»« Je suis votre médecin, monsieur le gouverneur, et je dois veiller sur votre nourriture. » Les viandes, les lapins, les perdrix, tout lui passa sous le nez sans qu'il puisse y toucher, et il dut aller se coucher avec dans le ventre une grappe de raisin et un quignon de pain, ce qui le changeait assez peu de son ordinaire. « À quoi bon être gouverneur si je dois mourir de faim ?» Les jours qui suivirent furent tous semblables, ce qui n'empêcha pas le brave écuyer de prendre des édits qui firent montre de sa sagesse et qui furent appréciés de tous les habitants. Il y avait 7 jours que le malheureux Sancho vivait le ventre quasiment vide, lorsqu'une nuit, alors qu'endormi dans des draps de Hollande, il oubliait la faim, on vint le réveiller en sursaut. « Monsieur le gouverneur! Monsieur le gouverneur! L'ennemi nous attaque! Armez-vous! L'ennemi nous attaque !» Ce n'est pas tout à fait mon affaire. Et mon maître le chevalier Don Quichotte... Sans lui demander son avis, on lui mit par-dessus la chemise 2 planches que l'on ficela, et par les côtés on lui tira les 2 bras pour lui mettre dans la main une lance dont il ne pouvait se servir que pour se tenir debout. « Marchez, monsieur le gouverneur !»« Mais comment voulez-vous que je marche, ficelé comme je suis ?»« Marchez, vous dis-je !» Et on le traîna dehors, où après l'avoir jeté à terre, des prétendus ennemis le piétinèrent, en lui faisant croire que c'était un combat. Nous avons vaincu, monsieur le gouverneur. Sancho ne répondit pas. Il se fit ramener dans sa chambre, se vêtit et descendit aux écuries pour retrouver son âne. Bien, mon compagnon, mon ami, le soulagement de mes travaux et de mes misères. Nous ne sommes pas faits pour être gouverneurs. Personne n'a jamais su si Sancho Panza s'était rendu compte qu'il avait été le jouet d'une farce. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que beaucoup le regrettèrent, et que les édits qu'il avait pris sont encore en vigueur à Barataria, où on les appelle
les constitutions du grand gouverneur Sancho Panza. Don Quichotte, lui aussi, malgré les attentions que l'on avait pour lui au château, rêvait de liberté. Et dès que Sancho Panza l'eut rejoint, ils reprirent leur errance. Ils avaient quitté le château du duc depuis plus d'une semaine, lorsqu'un chevalier armé de pied en cap les aborda. « Illustre chevalier Don Quichotte de la Manche, moi, le chevalier de la Blanche Lune, je suis venu à ta rencontre pour t'entendre reconnaître que ma maîtresse, quelle qu'elle soit, est beaucoup plus belle que Dulcinée du Toboso. » Le sang de Don Quichotte ne fit qu'un tour. « Chevalier, nous allons combattre. » À une condition, que celui qui mordra la poussière pour cesser de contrarier la gloire de l'autre jure de déposer l'épée pour une année entière et de se retirer en sa maison. Les conditions furent acceptées, et les deux chevaliers, s'étant mis en garde, se lancèrent l'un vers l'autre. Seulement, le coursier du chevalier de la Blanche Lune était bien plus alerte que le poussif Rocinante. Il le heurta avec une certaine vigueur et le renversa, en même temps que Don Quichotte, sans qu'on ait eu besoin d'utiliser de lance. C'en est fait, mon bon Sancho. Nous rentrons à la maison. Ce que Don Quichotte ne pouvait pas savoir, c'était que ce chevalier de la Blanche Lune n'était autre que le bachelier Samson Carrasco, et que, lancé à sa poursuite, il n'avait trouvé que ce moyen pour le faire retourner chez lui. C'était dur pour Don Quichotte de revenir sur ses pas en évitant d'entendre les bruits ou de regarder les choses, de crainte que ne se présente une nouvelle aventure qu'il devrait refuser. Dur aussi pour lui de savoir Dulcinée toujours enchantée. Où en es-tu, Sancho, de tes coups de fouet? Toujours au 5e, monseigneur. Écuyer ingrat qui a mangé mon pain, sans accepter de guérir mon mal? Je dois avouer, mon maître, que je doute un peu de mes pouvoirs en médecine. Et même si le ciel m'avait donné le don de guérir en me fouettant, je ne vois pourquoi je le ferais gratuitement, alors que les médecins ordinaires qui quelquefois nous tuent se font payer pour la moindre ordonnance d'apothicaire. Tu peux être sûr, ami Sancho, que si tu avais voulu être payé pour les coups que tu dois te donner, tu aurais déjà entièrement reçu ton salaire. Et à combien votre grâce estimerait-elle le coup de fouet? Si j'avais à te payer, Sancho, les trésors de Venise et les mines du Pérou ne suffiraient pas à te dédommager de ce que je te devrais. Et si nous disions un quartillo par coup de fouet? Ça ferait 3295 qui restent à me donner, plus les 5 que nous avons en compte, ça ferait 3300 quartillos. Le marché fut conclu, et le soir, s'étant retiré dans un bois, Sancho entreprit de se fouetter. « Pas trop fort, Sancho! Pas trop fort! Ne t'abîme pas la peau !» Sancho ne risquait rien, car en comptant les quartillos, c'était sur un tronc d'arbre qu'il frappait. L'opération se renouvela tous les soirs, jusqu'au 3295e quartillo. Et puis, ils arrivèrent dans leur village. L'aventure était terminée. Sancho fut accueilli joyeusement par sa femme, grâce à l'argent que les coups de fouet lui avaient rapporté. Quant à Don Quichotte, son rêve étant brisé, il redevint le seigneur Quixada. Et puis, le seigneur Quixada mourut, mais pas Don Quichotte, car il y aura toujours à travers le monde des chevaliers errants capables d'attaquer des moulins à vent pour tenter d'atteindre l'impossible.